Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça donnerait si tu retournais seul dans le passé avec toutes tes connaissances actuelles? Genre t'es téléporté à l'époque des hommes préhistoriques et là c'est à toi de tout leur expliquer. Les conserves, l'électricité, les antibiotiques, le téléphone. Dans cette situation, tu réaliserais bien vite que connaître ces inventions, c'est pas pareil que savoir les refaire. Oui, la technologie de tous les jours, on la maîtrise au niveau consommateur, mais pas au niveau expert. Donc la vérité, c'est que tu serais probablement incapable de recréer quoi que ce soit depuis zéro. T'as beau savoir comment fonctionne un frigo, va le recréer avec du sable et 2 cailloux. Enfin, ramener la civilisation moderne de zéro, c'est pas donné à n'importe qui, mais c'est pourtant exactement ce que fait Senku dans Dr Stone. Un jeune génie qui se réveille dans un monde post-apocalyptique où tous les humains ont été pétrifiés pendant 3700 ans, et où de ce fait, toute la modernité a disparu. Voilà pourquoi de retour à l'âge de pierre, Senku se donne une mission folle, reconstruire le monde étape par étape, et ce jusqu'au niveau technologique qu'il avait connu avant l'incident. Bref, dans cette vidéo, tenez-vous bien, on va speedrun ensemble toute la civilisation moderne, c'est-à-dire que j'ai découpé notre histoire en plusieurs arcs narratifs scientifiques, et qu'avec Senku comme guide, on va avoir toutes les connaissances nécessaires pour terminer chacun de ces arcs à partir de zéro. Et ce depuis les bases du survivalisme jusqu'aux fondamentaux de l'électricité, sans oublier bien sûr le développement de toute une discipline très centrale dans Dr Stone, qui personnellement m'a appris plein de choses très utiles. Sur ce, préparez-vous à un voyage des milliers d'années en arrière, puisqu'on se téléporte ensemble à l'âge de pierre. Aujourd'hui, spéculation. Si t'arrivais dans une nouvelle civilisation, la base, ce serait pas de refaire un iPhone, ce serait déjà de survivre, donc de répondre aux besoins primaires de la pyramide de Maslow, dormir, se nourrir, boire. Ainsi naturellement, notre speedrun de la civilisation va commencer par rattraper une période très longue, mais finalement pas si dense en invention. Enfin, prends quand même des notes parce que tout ce qu'on va y voir est essentiel. Ça pourrait te servir en cas d'apocalypse, ou si jamais tu fais Koh-Lanta. Et dans Koh-Lanta d'ailleurs, la première chose à débloquer, c'est le feu. Ah, t'es un enfoiré là. Eh ouais. Un niveau que Senku débloque avec la méthode de l'archer, qui est réputée comme la plus efficace sans équipement. C'est-à-dire qu'avec une planchette, une tige de bois et un archet, dont la corde peut être faite de fibres végétales torsadées, bah normalement, tu peux créer une braise à insérer dans un nid de fibres pour y allumer un feu. Là on est pas mal. Bon, pour le feu, Senku nous montre la voie, mais pour ce qui est de l'eau potable, pas vraiment. Donc je vous le dis, la meilleure chose à faire pour purifier l'eau, c'est d'utiliser notre feu et de la faire bouillir 5 minutes pour éliminer les micro-organismes qu'elle peut contenir. Mais avant ça, la première étape sera déjà bien sûr de trouver un point d'eau de type rivière et d'éviter les eaux stagnantes. Puis la seconde pourra être d'enlever les premières impuretés en créant un filtre artisanal, à base de charbon, sable fin, petits graviers, tissus, enfin des couches qui vont nous aider à rendre notre eau déjà plus propre avant de la faire bouillir. Sans plus attendre, on passe au troisième indispensable, car non, ce short de feuilles ne suffira pas pour passer l'hiver. L'utilisation de peaux de bête comme celle-ci est effectivement recommandée pour cela. Puis l'étape suivante niveau chaleur, c'est bien sûr de construire des habitats adaptés, comme ces cabanes du village Ishigami qui ont des toits en chaume, donc faits de paille et d'herbes séchées. Certes c'est simpliste, mais ça isole et c'est léger, donc pas besoin de fortes charpentes. Voilà pourquoi ça a fait ses preuves. Ceci dit, niveau construction, Senku va encore plus loin avec la fabrication d'un mortier primitif. Et si je prends cet exemple, c'est parce qu'il est 100% dans la méta Dr Stone, qui vise à démontrer que tout est disponible dans la nature. C'est-à-dire que pour faire son mortier, Senku incite Taiju à récupérer un maximum de coquillages. Pourquoi ? Bah parce qu'il sait que ces derniers sont principalement composés de carbonate de calcium, qui une fois broyé donne une poudre que tu n'as alors plus qu'à chauffer très fort jusqu'à obtenir de la chaux vive. Un produit auquel tu n'auras alors plus qu'à ajouter de l'eau pour obtenir ce qu'on appelle de la chaux éteinte. Et enfin, en mélangeant ce dernier produit à du sable, bah t'obtiendras bien un mortier basique qui, quand tu vas le poser, durcira lentement en absorbant le CO2 de l'air pour finir par redevenir du carbonate de calcium, un revêtement qui protège et améliore le confort de ta maison. Oui, toutes ces réactions, quand on y pense, elles sont assez clean, parce qu'en fait, avec tout ce qu'on vient de faire, on finit par retomber sur notre produit de base qu'on a transformé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle du cycle de la chaux.
Bref, ce passage des coquillages au mortier, c'est l'essence même du progrès technique, la preuve qu'avec des connaissances, tu peux transformer la nature pour répondre à tes besoins. D'ailleurs, le carbonate de calcium, il sert aussi à réduire l'acidité du sol en agriculture, ce qui tombe bien, puisque la nourriture, c'est le dernier point vital qu'il nous reste à voir. Et à ce niveau-là, Senku nous montre pas mal de choses, depuis la simple cueillette jusqu'à la conception d'armes plus ou moins basiques pour chasser, en passant par des pièges visant à capturer des proies. Enfin, toutes sortes de bases qu'on pourrait bien sûr compléter avec d'autres pratiques, comme le compostage pour nourrir le sol, ou encore les effets combinés de la jachère et de la rotation des cultures pour éviter d'épuiser les sols. Toujours est-il que grâce à la maîtrise de l'agriculture, les villageois peuvent se mettre très bien niveau nourriture. Carrément, ils mangent des meilleurs repas que moi alors qu'ils sont à l'âge de pierre, ça fait mal. Mais maintenant, le point sur lequel Senku insiste surtout au niveau nourriture, c'est sur l'importance de savoir la conserver. Et ce, en enseignant 3 niveaux de conservation de base. Le niveau 1, c'est l'utilisation du sel, pour donc retirer le plus d'eau possible des aliments afin d'éviter la prolifération des bactéries. L'être humain peut tout avaler avec une simple pincée de sel. En plus, c'est utile pour conserver les aliments. Le serrano, il est très salé, j'attends. Le niveau 2, c'est des techniques comme le fumage, donc utiliser la fumée des denrées pour créer une action chimique qui augmente leur durée de conservation. J'utilise les aldéhydes qui se dégagent de la fumée pour tuer les microbes. Et enfin le niveau 3, c'est des méthodes de type apertisation, un procédé mis au point en 1795 par un Français, qui grosso modo est une méthode où les aliments sont mis dans des récipients étanches, puis chauffés pour détruire les micro-organismes pathogènes qu'ils contiennent. A noter que pour le faire, son créateur utilisera d'abord des bocaux en verre, puis par la suite des boîtes métalliques. Ce sont les ancêtres des conserves. Et enfin le dernier niveau, c'est littéralement Senku qui construit un frigo. Mais on va pas détailler ça pour l'instant, car on reste encore à l'âge de pierre, je vous le rappelle, donc faut pas brûler les étapes. Ok, mais du coup pour considérer l'arc 1 comme terminé et passer à l'étape suivante de la civilisation, eh bien je dirais qu'il nous manque encore une chose. Et oui, on pourrait par exemple parler de l'importance de ramener les bases de l'hygiène comme le fait Senku avec le savon. Ce petit morceau qui tient les microbes éloignés de nous, c'est un peu le docteur de ce monde de pierre. Mais non, moi je pensais à quelque chose de plus intangible, à savoir cette idée que la science ne peut naître que dans une culture qui le permet. D'où l'obsession de Senku d'ancrer chez les villageois cette intention rationnelle de comprendre et transformer le réel par la science. Et d'ailleurs, je fais que parler de Senku depuis le début, je les ai même associés à lui, toutes ces bases de la civilisation, mais la vérité c'est que le village Ishigami, ils ne l'ont pas attendu pour maîtriser tous ces skills de base. Oui, pour rappel, les villageois ne sont autres que les descendants des 6 survivants revenus de l'ISS juste après la pétrification, dont le père de Senku. Et ces derniers, ils avaient déjà largement entrepris, par l'intermédiaire des sans-comptes, de transmettre à leurs descendants le bon sens élémentaire pour survivre en tant qu'espèce dans la nature. C'est-à-dire qu'ils avaient formalisé ces textes à se passer de génération en génération avec des instructions basiques, de type attention aux animaux sauvages, ces plantes soignent, certains fruits sont toxiques. Et avec du recul, c'est bien ça qui a permis aux villageois de débloquer d'eux-mêmes ce premier arc qu'on vient de développer ensemble. Oui, les sans-comptes, c'est le starter pack qui leur a permis de tenir 3700 ans, une période au bout de laquelle, miraculeusement, Senku arrive pour continuer le chemin tracé par son père et faire passer la civilisation au niveau supérieur. Yes, il est temps de quitter l'âge de pierre et d'entrer dans l'arc suivant. La mission de Senku, au-delà de ramener la civilisation par lui-même, c'est aussi de convaincre les autres de ses bienfaits et de faire naître chez eux la même manière de penser scientifique qu'il a déjà. Et s'il y a bien un personnage avec lequel Senku fait ça, c'est Chrome. C'est clairement en lui qu'il voit dès le début le meilleur potentiel scientifique. Parce que Chrome, même avant l'arrivée de Senku, il a déjà une sorte de laboratoire, un lieu où il entrepose tous les types de matériaux qu'il a pu trouver et qu'il trouve intéressants. C'est-à-dire que dans son stuff, Chrome, il a plein de minerais différents qui, sans qu'il le sache, contiennent tous des éléments chimiques spécifiques. On se retrouve donc avec des matériaux aux propriétés cachées qui, lorsqu'on les manipule avec des expériences scientifiques spécifiques, peuvent révéler des potentiels totalement inimaginables au début. Et ça certes c'est de la chimie, mais plus spécifiquement, la science à laquelle on fait bien souvent appel dans Dr Stone, c'est plutôt la métallurgie, à savoir la science qui étudie, transforme et améliore les métaux.
Donc oui, vous l'avez compris, notre deuxième arc de l'humanité, c'est celui des matériaux. Un arc qui, pour faire simple, consiste à faire chauffer différents types de cailloux toujours de plus en plus forts pour obtenir de nouveaux matériaux toujours plus impressionnants. C'est tellement important que c'est des époques pour l'homme, c'est pour ça qu'on dit qu'il est passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze vers moins 2300, puis à l'âge du fer vers moins 800. Et ce parce qu'au début, on ne maîtrisait que la pierre polie, puis ensuite, grâce au développement des fours, on a pu extraire d'autres métaux qui demandaient toujours plus de savoir-faire technique. Bref, cette histoire, elle commence donc par l'homme, qui sachant que l'étain et le cuivre fondent tous deux à des températures spécifiques, décide un jour, en mode recette de cuisine, de mélanger ces deux métaux dans une certaine proportion, puis de porter ce mélange en fusion avec du charbon, pour ainsi obtenir du bronze, le premier alliage volontaire dans l'histoire humaine, un nouveau métal qui offrait alors toutes sortes de nouvelles possibilités de fabrication. D'ailleurs, on a bien une référence à cette ancienneté du bronze dans l'animé, avec la statue de Bouddha là. Ce grand Bouddha est fait en bronze. C'est un métal particulièrement résistant. Sauf que pour Senku, le bronze c'est déjà dépassé. Lui, il vise direct le niveau supérieur. Il veut déjà augmenter la température pour aller travailler le fer. Mais là quand même, on dit que le bronze c'est le level facile, alors que ça demande quand même déjà des températures assez élevées. Et en voyant de telles températures, direct y a un problème, non? En brûlant du bois, on pourra atteindre une température de 700 degrés maximum. Oui, si avec un simple feu on peut pas aller au-delà de 700-800 degrés, comment on fait pour augmenter encore la température? Y a quoi de plus chaud que le feu? Bonne question. Eh bien, il y a les fours, donc un feu que l'on confine dans une enceinte afin d'éviter que la chaleur ne se perde, mais aussi pour pouvoir maîtriser notre apport en oxygène au feu. Parce que oui, l'oxygène c'est ce qui alimente la combustion, donc en maîtrisant notre apport d'oxygène au feu, on peut intensifier la réaction à notre guise, et donc faire grimper la température davantage. C'est bien pour cette raison qu'on a inventé les soufflets, et c'est donc en partant de cette idée d'oxygéner le feu que Senku en arrive à ce premier design de four. Un four primitif qui sous certains points ressemble bien à ce qu'on retrouvait à des époques anciennes avec l'utilisation de soufflets manuels pour maintenir une température constante dans l'enceinte. Fin avec ce type de bas fourneau, il semble déjà qu'on puisse atteindre des températures avoisinant les 1200 degrés, ce qui certes est toujours plus bas que la température de fusion du fer, mais ce qui est suffisant pour expérimenter avec le verre, un autre matériau indispensable à la civilisation. Et d'ailleurs c'est super parce que dans l'animé, y a pas mal d'épisodes qui sont dédiés justement au verre. Mais alors comment on le fabrique ce matériau ? Encore une fois, pour simplifier, on peut parler de recette de cuisine. Une recette dont l'étape 1 consiste à écraser du sable de quartz qui contient de la silice dans le but de le faire fondre. Mais le truc, c'est que la silice pure, ça fond à 1700 degrés. Ce qu'il faut donc faire, c'est donc ajouter un fondant à la silice, à savoir un deuxième produit permettant d'abaisser la température de fusion du premier. Voilà pourquoi dans sa recette, Senku ajoute du carbonate de sodium à la silice pour réduire cette température. Puis ensuite, il boucle sa recette avec de l'âge chaud qui servira à stabiliser / renforcer le verre. Bon, c'est bien beau mais faut le dire, avec un tel procédé, on obtiendra simplement une sorte de verre primitif, qu'on pourra mouler ou alors modeler sur un noyau d'argile, et ce afin d'obtenir un matériau plutôt opaque. Un peu à la manière dont le faisaient les Égyptiens et les Mésopotamiens il y a des millénaires de cela. Alors qu'en comparaison, la technique du verre soufflé qui est pas mal mise en avant dans l'animé, elle arrive que bien plus tard dans l'histoire. Enfin, tout ça pour dire que non, avec son matériel et ses méthodes, Senku ne va pas créer des lunettes archi parfaites comme il le fait. Mais néanmoins, on peut quand même souligner le fait qu'il ne se trompe pas en ramenant ce matériau dès son début de civilisation, parce que ce dernier, il est capital. Il s'applique aussi bien à l'optique médicale pour soigner Suika, qu'à la chimie de précision en tant que matériau le plus adéquat, jusqu'à même des applications plus spécifiques. Sur ce, bonne nouvelle, on arrive au dernier checkpoint, on est maintenant aux portes de l'âge de fer, le matériau qui va vraiment tout changer. Mais le truc, c'est qu'on fait toujours face à un sérieux problème. Le problème, c'est que pour transformer le sable noir en fer, on va avoir besoin de 1500 degrés. Oui, pour le faire, on doit arriver à 1500 degrés, alors que nos bas fourneaux, ils nous limitent à 1200 degrés maximum de manière réaliste. Du coup, on va faire comment ? Pas de soucis, on va quand même s'en sortir, je vous le dis. Déjà parce que première bonne nouvelle, le fer, on le retrouve assez abondamment dans la nature, où généralement on le récupère sous forme de minerai. C'est-à-dire qu'il est comme bloqué avec d'autres matériaux. Et du coup, comment on fait pour pouvoir l'isoler et récupérer que le fer là-dedans ? Eh bien, contre-intuitivement, comme c'était fait à l'époque, un simple bas fourneau va nous suffire. Pourquoi ?
Bah tout simplement parce qu'en alternant des couches de minerai de fer et des couches de charbon, puis en augmentant la température du four, bah certes on n'atteint pas la température de fusion du fer, mais en revanche on fait bien fondre le reste du minerai, ce qui, tu le comprends, nous permet de ressortir avec une loupe de fer quasi pure. Et ce fer ainsi obtenu, bah on n'aura alors plus qu'à procéder sur lui au martelage, à savoir un processus qui consiste à battre le fer à chaud pour expulser mécaniquement les impuretés et aboutir à un fer plus dense et homogène. On parle alors de fer forgé. Plus on le fait, plus le métal se renforce. Ok, ça semble bien parti, mais du coup quand même, comment on passe de ça à un katana par exemple? Parce que comme on l'a dit, on n'est pas en mesure de faire fondre le fer, donc on pourra jamais le couler dans un moule, notre sabre. Alors oui, on peut pas, mais heureusement, bah le fer on peut le travailler à chaud. Voilà pourquoi un forgeron pourra bien arriver au résultat attendu. Et d'ailleurs dans l'animé, on va même encore plus loin en nous montrant les bases de la trempe, à savoir cette idée qu'en recouvrant le dos de la lame d'une pâte d'argile pendant la chauffe, eh bien elle refroidira plus lentement, et ainsi elle deviendra plus souple, ce qui sera pratique pour encaisser les chocs en défense. Alors qu'au contraire, l'avant de la lame lui durcira plus rapidement afin de lui assurer un bon tranchant. Enfin voilà, tout ça c'est rien d'autre que les bases de la métallurgie, à savoir combiner les propriétés des matériaux pour toujours obtenir ce qu'on veut. Un peu comme quand on augmente la teneur en carbone dans notre fer, que ce soit pour obtenir de l'acier ou même de la fonte si on en met encore un peu plus. Et alors oui, ces alliages sont très utilisés aujourd'hui, mais là en revanche pour les obtenir, il faudra probablement améliorer notre four, et ce pour se rapprocher de la technologie du haut fourneau, qui permet bien d'obtenir les très hautes températures souhaitées. Bref, vous comprenez maintenant à quel point c'est game changer de passer de l'âge de pierre à l'âge de fer, une rupture qui est d'ailleurs bien symbolisée par le combat entre l'armée des katanas en fer de Senku contre celle des armes de pierre de Tsukasa. C'est pas vrai. Ça existe dans le monde de pierre, ça. Ça craint. Nos armes ne font pas le poids. Maintenant, je voudrais juste revenir sur un point central dans tout ce qu'on a vu. Le fait que tous nos progrès jusqu'à la fin de l'âge de fer, ils étaient en partie dus à l'évolution des fours qu'on utilisait. Et à ce sujet, si on regarde bien, la chose la plus importante qui change avec le temps dans ces fours, c'est bien la manière dont on leur apporte de l'énergie. Oui, au début, leur chauffe, elle repose sur l'intensité des efforts humains fournis, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est ce paramètre qui est limitant. Et que ce dont on a besoin pour aller plus loin, c'est d'assistance pour les faire marcher. Yes, naturellement, bienvenue dans l'arc de l'énergie, et donc de l'électricité. Avec des engrenages et une roue à aube, l'ère éprouvante de la main-d'œuvre est enfin terminée. Alors qu'initialement il fonctionnait à la force des bras des villageois, le four finit par évoluer de façon brillante, puisque les pistons qui y soufflent de l'air sont désormais actionnés par une roue à aube. Fini la sueur humaine qui laisse place à l'énergie du courant d'eau à proximité, un mécanisme inspiré notamment des métallurgistes chinois qui eux aussi utilisaient la force hydraulique pour alimenter leurs hauts fourneaux. Sauf que Senku, il va encore plus loin que ça, puisque sa centrale, elle sert à alimenter deux dispositifs distincts. Genre une partie de l'énergie de la roue est donc transmise mécaniquement via des courroies et des engrenages au système de pistons qui soufflent de l'air dans le four, mais ensuite, une autre partie de cette énergie mécanique est convertie en électricité grâce à la dynamo créée par Senku, une dynamo fortement inspirée du tout premier générateur électrique de Michael Faraday en 1831. Voilà à quoi il ressemblait ce générateur. On a un disque conducteur en cuivre relié à une manivelle qui est placée perpendiculairement à cet aimant fixe. Puis l'idée, c'est que quand ce disque conducteur tourne dans le champ magnétique fixe B de l'aimant, en regardant les électrons, on constate qu'ils sont forcés à se déplacer radialement grâce à la force de Lorentz qui agit sur eux, ce qui crée une tension entre le centre et la périphérie, et qui donc fait que quand on relie centre et bord par un fil extérieur, on peut créer un courant continu, pas très puissant certes, mais bien réel. Bref, voilà pour le tout premier générateur électrique, un système de dynamo qui a largement inspiré Senku dans sa propre invention. Et il y a d'ailleurs des bricoleurs qui se sont amusés à reproduire cette invention dans la vraie vie pour constater son fonctionnement. Centrale hydro. Électrique? Oui, on est sur la version primitive d'une centrale hydroélectrique moderne, où aujourd'hui, l'eau fait tourner une turbine qui est reliée à un alternateur, ce qui crée de l'électricité. C'est donc légèrement différent de la dynamo de Senku, puisqu'avec un alternateur moderne, c'est le champ magnétique lui-même qui varie, étant donné qu'on a un aimant qui tourne autour de conducteurs fixes, pour générer donc un courant alternatif. Alors que dans le cas de Senku, le champ magnétique il est fixe à l'image de l'aimant, et c'est le conducteur qui tourne pour créer un courant continu. Enfin bon, dans les deux cas, on peut dire que ça reste la variation du flux magnétique qui est la clé pour créer un courant. C'est la naissance de l'électricité.
Bref, à ce stade, on ne transforme plus seulement la matière, on utilise ses propriétés pour changer le monde. On entre à présent dans l'ère de l'énergie, qui surpasse de loin la force humaine. Bon après c'est un peu un maxeur Senku parce qu'avec sa petite dynamo il va tout juste pouvoir allumer une ampoule pour choquer les villageois, mais toujours est-il que cette ampoule, il l'a construit avec un filament bien spécial. Ça, c'est une fibre de bambou cuite à l'étouffer. Oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est bien une référence aux premières ampoules de Thomas Edison dans les années 70, puisqu'après des centaines de matériaux testés, ce dernier réalisa que c'était bien le bambou japonais carbonisé qui donnait le filament tenant le plus longtemps, d'où son utilisation dans les premières ampoules. Puis dans l'anime tout comme dans notre monde, le filament finit par évoluer vers le tungstène. C'est le métal le plus résistant à la chaleur qui existe sur Terre, le tungstène. Le truc, c'est qu'allumer des ampoules, c'est pas suffisant pour Senku. Voilà pourquoi l'étape suivante pour lui, c'est d'utiliser l'énergie électrique pour recharger les batteries. Car oui, l'électricité a ça de noble qu'elle peut être stockée de différentes manières afin d'être réutilisée plus tard loin de sa source de production. Et c'est ainsi qu'avec la batterie de Senku, on avance encore un peu plus notre speedrun, puisque cette dernière est inspirée de la toute première batterie rechargeable de l'histoire, celle créée par Gaston Planté en 1859. Il s'agit donc d'une batterie avec 2 électrodes de plomb plongées dans une solution d'acide sulfurique appelée électrolyte. De l'acide sulfurique. Pour comprendre son fonctionnement, imaginez qu'elle vient d'être chargée à bloc cette batterie et qu'on s'apprête à l'utiliser. On va donc convertir l'énergie chimique qui y est stockée en énergie électrique. Et comment on fait ça ? En fait, compte tenu de tous les éléments en présence, au niveau de l'anode, qui est constituée de plomb, il y a une réaction d'oxydation qui va se produire, c'est-à-dire que des électrons vont être libérés à ce niveau-là. Puis ces électrons, ils vont alors être reçus au niveau de la cathode, donc la deuxième électrode d'oxyde de plomb, qui va par la même occasion capter des ions H+ de l'électrolyte, comme on le voit très bien dans la réaction de réduction. Bref, on a des électrons qui circulent entre une borne moins et une borne plus, on vient de créer un courant électrique. Et enfin, ce qu'on voit dans la réaction globale de la décharge, c'est que l'acide sulfurique se dilue progressivement, de l'eau s'y forme. On a donc une baisse de la concentration de l'électrolyte au fur et à mesure de la décharge, ce qui est une bonne manière de voir l'état de notre batterie. Maintenant, tout ce qu'on a décrit jusqu'ici, c'est le mode décharge, mais du fait de la réversibilité des réactions, les batteries chimiques de ce type sont bien sûr rechargeables. Et pour ça, on doit appliquer du courant qui va en quelque sorte reformer la pile qu'on avait détériorée à la décharge. On envoie de l'électricité à l'intérieur et elle se stocke toute seule. Voilà donc comment Senku dompte la nature pour avoir un concentré d'énergie transportable qu'il pourra par la suite utiliser pour allumer des ampoules, créer un système d'électrolyse ou encore alimenter une radio artisanale pour communiquer à distance. En fait, l'électricité, c'est le pouvoir le plus essentiel de tout l'univers. Bref, Senku n'aura pas attendu pour faire un premier pas dans le monde de l'électricité, et c'est pas étonnant, c'est un des piliers de la civilisation, dans le sens où aujourd'hui, elle représente une très grosse part de la consommation finale d'énergie mondiale. Et pour la produire, cette électricité, on a aujourd'hui recours à 32% de renouvelables, un secteur auquel Senku s'attaque avec l'hydroélectricité, à 9% de nucléaire, Senku ne s'y aventure pas, logique, c'est trop complexe à mettre en œuvre, et enfin le reste de la production issue de combustibles fossiles, une voie que Senku ne tardera pas trop à exploiter avec la pompe à pétrole fabriquée en saison 3. Enfin, alors que jusqu'ici il transformait la matière de ses mains, l'objectif de ce troisième arc pour Senku, c'est que l'énergie l'aide à transformer le monde qui l'entoure. La science devient autonome, la roue ne s'arrête plus, et ça nous laisse beaucoup de temps libre. Du temps libre pour imaginer toutes sortes de nouvelles choses. Antibiotiques, appareils photo, ordinateurs, que des inventions qui s'intégreraient très bien dans les 2 arcs suivants que j'avais imaginés. Mais le truc c'est que la vidéo je la trouve déjà assez complète et dure à digérer comme ça, donc je vais m'arrêter là. Ceci dit, dites-moi en commentaire si une suite vous chaufferait, si jamais j'ai beaucoup de bons feedback et que la vidéo marche bien, pourquoi pas faire une autre vidéo sur les inventions modernes les plus folles que Senku recrée à partir de rien. Enfin vous savez ce qu'il vous reste à faire, on se dit à dans un mois pour la suite, c'était Gotabor, out.